Le 15 octobre 2014, Marc Duval regardait distraitement son écran d'ordinateur quand son sang s'est glacé. Sur une photo de famille publiée par un ami québécois sur les réseaux sociaux, il venait de reconnaître le visage qui hantait ses nuits depuis 12 années. Sandrine Leclerc, sa compagne disparue mystérieusement de Bordeaux en 2002, souriait aux côtés d'un homme et de 2 enfants devant une maison enneigée de Québec. Mais selon la légende de la photo, cette femme s'appelait maintenant Marie-Claire Gagnon, épouse et mère de famille depuis 10 ans. Comment une femme peut-elle disparaître sans laisser de traces pour réapparaître des milliers de kilomètres plus tard avec une nouvelle identité? Et surtout, que s'était-il réellement passé cette nuit de septembre 2002 où Sandrine avait quitté leur appartement pour ne jamais revenir? Avant de continuer avec cette histoire perturbante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Bordeaux, septembre 2002. La ville s'éveillait doucement à la rentrée automnale, ses rues pavées du centre historique résonnant encore des échos de l'été touristique qui s'achevait. Les vignobles environnants commençaient à se parer de leurs couleurs dorées et l'atmosphère de cette métropole de la Nouvelle-Aquitaine gardait cette douceur particulière du sud-ouest français qui fait le charme de la région. Dans le quartier des Chartrons, ancien quartier des négociants en vin reconverti en zone résidentielle prisée, Sandrine Leclerc et Marc Duval partageaient un appartement de 60 mètres carrés au 2e étage d'un immeuble bordelais typique du 19e siècle. Sandrine, 25 ans, travaillait comme secrétaire dans une agence immobilière du cours de l'intendance. Petite brunette aux yeux noisettes, elle était appréciée de ses collègues pour son sourire chaleureux et son efficacité au travail. Marc, 28 ans, était technicien dans une entreprise de télécommunications implantée dans la zone industrielle de Bègles. Le couple se connaissait depuis 3 ans, s'étant rencontrés lors d'une soirée étudiante organisée par des amis communs. Leur relation était stable, marquée par cette complicité tranquille des couples qui se projettent dans l'avenir. Ils parlaient mariage, peut-être même d'enfants dans quelques années. Sandrine adorait la cuisine et passait ses week-ends à tester de nouvelles recettes qu'elle trouvait dans les magazines féminins. Marc était passionné de football et ne ratait jamais les matchs des Girondins de Bordeaux au stade Chaban-Delmas. Leurs proches les décrivaient comme un couple équilibré, sans histoire. Sandrine entretenait des relations cordiales avec sa famille. Ses parents, Michel et Françoise Leclerc, vivaient dans une maison pavillonnaire de Mérignac, la commune limitrophe de Bordeaux, où se trouve l'aéroport. Son frère cadet, Julien, âgé de 22 ans, terminait ses études d'informatique à l'université Bordeaux-Montaigne. Les Leclerc formaient une famille de classe moyenne, Michel étant employé à la Poste et Françoise travaillant comme aide-soignante dans une maison de retraite de Pessac. Marc, originaire de la région parisienne, était arrivé à Bordeaux pour ses études d'ingénieur et avait choisi d'y rester après avoir trouvé un emploi stable. Ses parents, restés en région parisienne, appréciaient Sandrine lors des rares visites familiales. Le jeune homme s'était rapidement intégré dans le tissu social bordelais, se liant d'amitié avec des collègues de travail et des voisins du quartier. L'appartement du couple reflétait leur goût simple mais soigné. Meubles Ikea, assemblés avec amour, quelques plantes vertes que Sandrine choyait, une bibliothèque remplie de livres de poche et de magazines. Sur le réfrigérateur, des photos de leurs vacances en Espagne l'été précédent témoignaient de leur bonheur apparemment sans nuages. La cuisine, petite mais fonctionnelle, embaumait souvent les odeurs des plats que préparait Sandrine, qui avait développé une véritable passion pour la gastronomie. Leurs habitudes étaient routinières mais confortables. Petit déjeuner ensemble avant de partir au travail, retrouvailles en fin de journée autour d'un apéritif, soirée télévision ou sortie entre amis le week-end. Ils fréquentaient régulièrement quelques cafés du centre-ville, notamment le Plana sur la place Gambetta, où ils avaient leurs habitudes. Sandrine aimait particulièrement se promener le samedi matin sur le marché des Capucins, flânant entre les étals de produits frais et de spécialités régionales.
Pourtant, avec le recul, Marc se souviendrait que Sandrine avait développé certaines habitudes qui l'intriguaient sans vraiment l'inquiéter. Elle s'absentait parfois le soir, prétextant des courses ou des rendez-vous avec des amis qu'il ne connaissait pas vraiment. Elle avait aussi pris l'habitude de vérifier compulsivement son téléphone portable, un comportement nouveau qui contrastait avec sa décontraction habituelle. Quand Marc lui posait des questions, elle répondait de manière évasive, avec un sourire qui ne parvenait pas à masquer une certaine nervosité. Le vendredi 20 septembre 2002 restera gravé à jamais dans la mémoire de Marc Duval. Cette journée avait pourtant commencé comme toutes les autres. À 7h30, le réveil avait sonné dans leur chambre au volet mi-clos. Sandrine s'était levée la première, comme à son habitude, pour préparer le café. Marc l'avait rejointe dans la cuisine quelques minutes plus tard, encore endormie, pour partager ce petit rituel matinal qui rythmait leur quotidien depuis 3 ans. Le petit déjeuner s'était déroulé normalement. Sandrine avait bu son café au lait en feuilletant le journal Sud-Ouest, commentant brièvement les nouvelles locales. Elle portait un chemisier blanc et un pantalon noir, sa tenue habituelle pour le bureau. Ses cheveux bruns était attachée en queue de cheval, et elle avait appliqué son rouge à lèvres rose pâle favori. Rien dans son comportement ne laissait présager ce qui allait suivre. À 8h15, ils avaient quitté l'appartement ensemble. Marc avait déposé Sandrine devant son agence immobilière, située cour de l'intendance, avant de poursuivre vers son propre lieu de travail à Bègles. Un baiser rapide sur les lèvres, une bonne journée échangée par la vitre baissée de la voiture, et Marc avait vu Sandrine pousser la porte vitrée de l'agence, son sac à main noir en bandoulière. La journée de travail de Sandrine s'était déroulée sans incident particulier. Ses collègues témoigneraient plus tard qu'elle avait semblé normale, peut-être légèrement préoccupée, mais sans plus. Elle avait traité les dossiers de location en cours, répondu aux appels téléphoniques et assisté à la réunion hebdomadaire de l'équipe commerciale. À l'heure du déjeuner, elle avait rejoint sa collègue Nathalie dans un petit restaurant de la rue Sainte-Catherine, comme elle le faisait souvent le vendredi. C'est Nathalie Moreau qui fournirait plus tard aux enquêteurs les derniers détails de cette journée fatidique. Selon elle, Sandrine avait paru plus silencieuse qu'à l'ordinaire pendant le repas. Quand Nathalie lui avait demandé si tout allait bien, Sandrine avait répondu par l'affirmative, mais son sourire avait manqué de conviction. Elle avait à peine touché à sa salade composée et avait consulté plusieurs fois son téléphone portable, fronçant les sourcils en lisant ses messages. L'après-midi au bureau s'était écoulé sans événement notable. Sandrine avait finalisé un contrat de location et préparé les documents pour plusieurs visites programmées la semaine suivante. À 17h30, elle avait éteint son ordinateur, rangé ses affaires et salué ses collègues avant de quitter l'agence. C'est la dernière fois que quelqu'un de son entourage professionnel l'avait vue. Marc, de son côté, avait terminé sa journée de travail à 18h. En rentrant à l'appartement vers 18h45, il avait trouvé Sandrine dans la cuisine, en train de préparer le dîner. Elle avait troqué sa tenue de bureau contre un jean et un pull en laine beige. L'appartement embaumait les odeurs d'un gratin dauphinois qui cuisait au four, accompagné d'une côte de porc aux herbes de Provence. Le repas s'était déroulé dans une atmosphère étrangement tendue. Sandrine parlait peu, se contentant de répondre par monosyllabes aux tentatives de conversation de Marc. Quand il lui avait raconté sa journée, elle avait hoché la tête de manière distraite, l'esprit manifestement ailleurs. Marc avait attribué cette attitude à la fatigue de fin de semaine, sans s'inquiéter outre mesure. Après le dîner, vers 20h30, il s'était installé devant la télévision pour regarder un film diffusé sur France 2. Sandrine était restée silencieuse, fixant l'écran sans réellement suivre l'intrigue. À plusieurs reprises, Marc l'avait vu consulter discrètement son téléphone portable, tapant de brefs messages qu'elle envoyait rapidement. Vers 22h, alors que le film touchait à sa fin, Sandrine s'était levée brusquement du canapé. Elle avait annoncé à Marc qu'elle sortait acheter des cigarettes au tabac de la place des Grands Hommes, qui restait ouvert jusqu'à 23h.
Marc, qui savait que Sandrine fumait occasionnellement en période de stress, n'avait pas trouvé cette demande particulièrement étonnante. Elle avait enfilé une veste en jean, pris son sac à main et ses clés, et était sortie de l'appartement après avoir embrassé Marc sur la joue. C'était la dernière fois qu'il la voyait. Minuit avait sonné, puis 1h du matin. Marc, inquiet, avait tenté de joindre Sandrine sur son téléphone portable. Les appels tombaient directement sur la messagerie vocale. Il avait enfilé une veste et était parti à sa recherche dans le quartier, vérifiant d'abord le bureau de tabac qui était effectivement fermé depuis longtemps. Il avait arpenté les rues environnantes, espérant la croiser sur le chemin du retour. Mais les trottoirs étaient déserts. À 2h du matin, rongé par l'angoisse, Marc avait contacté les parents de Sandrine. Michel Leclerc avait décroché d'une voix ensommeillée, s'alarmant immédiatement en apprenant la disparition de sa fille. Non, il n'avait eu aucune nouvelle de Sandrine depuis plusieurs jours. Oui, ils allaient immédiatement se rendre à Bordeaux pour aider aux recherches. Le samedi matin, Marc s'était rendu au commissariat central de Bordeaux, situé rue François de Sourdis, pour signaler la disparition. L'agent d'accueil, habitué à ce type de déclaration qui se révélait souvent être de fausses alertes, avait néanmoins pris sa déposition avec sérieux. Marc avait fourni une description précise de Sandrine. 1m65, 55 kilos, cheveux bruns mi-longs, yeux noisettes vêtus d'un jean bleu, d'un pull beige et d'une veste en jean au moment de sa disparition. Les premières recherches avaient commencé dès le samedi après-midi. La police avait contacté tous les hôpitaux de l'agglomération bordelaise pour vérifier qu'aucune jeune femme, correspondant au signalement, n'avait été admise en urgence. Les morgues avaient également été consultées. Parallèlement, un avis de recherche avait été diffusé dans tous les commissariats de Gironde et des départements limitrophes. L'enquête de voisinage menée dans le quartier des Chartrons n'avait rien donné. Personne n'avait vu Sandrine après son départ de l'appartement le vendredi soir. Les commerçants du secteur, interrogés le lundi suivant, ne se souvenaient pas l'avoir aperçue durant le week-end. L'examen de son téléphone portable, retrouvé éteint dans une poubelle publique rue Notre-Dame, n'avait fourni aucun indice exploitable. Les derniers messages reçus dataient de l'après-midi du vendredi et provenaient de collègues ou d'amis pour des conversations anodines. La disparition de Sandrine Leclerc allait rapidement devenir une énigme qui défierait toute logique et entrait tous ceux qui l'avaient connue. Les semaines qui suivirent la disparition de Sandrine transformèrent radicalement l'existence de Marc Duval. L'appartement des Chartrons, autrefois refuge chaleureux de leur bonheur conjugal, était devenu un mausolée de souvenirs douloureux. Chaque objet rappelait sa présence. La tasse à café qu'elle utilisait chaque matin, encore posée sur l'égouttoir, ses magazines de cuisine empilés sur la table basse, son parfum qui imprégnait encore les vêtements restés dans l'armoire. Marc avait pris un congé sans solde de son entreprise pour se consacrer entièrement aux recherches. Accompagné des parents de Sandrine, il avait organisé des battues dans les environs de Bordeaux, distribué des milliers de tracts avec la photo de la jeune femme dans les gares, les centres commerciaux, les universités. Michel et Françoise Leclerc s'étaient installés temporairement chez leur fils Julien pour être plus proches des recherches. La famille avait également fait appel à un détective privé, Jean-Claude Arnaud, ancien policier reconverti dans les enquêtes privées, dont le bureau se trouvait place Pays-Berlande. Les premiers mois furent marqués par un espoir tenace. Chaque appel téléphonique, chaque sonnerie à la porte, chaque silhouette féminine entrevue dans la rue faisait bondir le cœur de Marc. Il scrutait obsessionnellement les journaux, les émissions de télévision consacrées aux disparitions, espérant voir apparaître le visage de Sandrine ou entendre témoigner quelqu'un qui l'aurait aperçu. Il avait même participé à l'émission Témoin numéro 1 diffusée sur France 2, suppliant les téléspectateurs de l'aider à retrouver sa compagne. L'enquête officielle, menée par le commissaire Philippe Marchand de la brigade criminelle de Bordeaux, avait exploré toutes les pistes classiques. Les relevés bancaires de Sandrine n'avaient révélé aucun retrait suspect après sa disparition.
Ses comptes étaient même créditeurs, éliminant l'hypothèse d'une fuite liée à des difficultés financières. L'examen de son ordinateur personnel n'avait révélé aucune correspondance suspecte, aucune recherche de billets d'avion ou de train, aucun indice d'une volonté de partir. La théorie du crime avait été privilégiée dans un premier temps. Les enquêteurs avaient passé au crible les délinquants sexuels fichés dans la région, interrogé les habitués des bars du centre-ville, vérifié les témoignages des chauffeurs de taxi en service cette nuit-là. Mais aucune piste sérieuse n'avait émergé. Bordeaux, malgré sa taille, restait une ville relativement sûre et les agressions contre des jeunes femmes y étaient rares. Au bout de 6 mois, l'enquête avait été classée sans suite, faute d'éléments nouveaux. Marc avait eu l'impression qu'on abandonnait Sandrine, que la machine administrative passait à autre chose. Il avait multiplié les courriers aux autorités, relancé régulièrement le commissaire Marchand, mais les réponses étaient devenues de plus en plus évasives. « Nous gardons le dossier ouvert, monsieur Duval. Si de nouveaux éléments apparaissent, nous les exploiterons immédiatement. » La solitude était devenue le compagnon quotidien de Marc. Ses amis, d'abord très présents et solidaires, avaient progressivement repris leur vie normale. Les invitations se faisaient plus rares. Les conversations s'enlisaient dans la gêne quand le sujet de Sandrine était abordé. Marc comprenait. Il était devenu l'homme de la disparue, celui qui rappelait à chacun la fragilité de l'existence et l'arbitraire du malheur. 2 ans après la disparition, Marc avait fini par reprendre le travail, poussé par la nécessité financière et les conseils pressants de son médecin qui s'inquiétait de son état psychologique. Mais il n'était plus le même homme. Ses collègues le décrivaient comme absent, mécaniquement efficace, mais émotionnellement éteint. Il avait déménagé, incapable de supporter plus longtemps l'appartement des Chartrons chargé de souvenirs. Son nouveau logement, un studio impersonnel près de la gare Saint-Jean, reflétait son état d'esprit, fonctionnel, mais sans âme. Les relations avec la famille Leclerc s'étaient progressivement distendues. Michel et Françoise, rongés par leur propre chagrin, avaient développé une amertume sourde envers Marc. Sans le dire ouvertement, ils lui reprochaient de ne pas avoir su protéger leur fille, d'avoir laissé partir Sandrine ce soir-là sans l'accompagner. Ces reproches non formulés pesaient lourd dans leur rencontre, désormais espacée, étendue. Julien, le frère de Sandrine, était devenu informaticien et avait créé un site internet dédié à la recherche de sa sœur. Il y actualisait régulièrement les informations, publiait de nouveaux appels à témoins, analysait les quelques signalements qui parvenaient encore sporadiquement, mais même lui commençait à douter. Après tout ce temps, que pouvait-il encore espérer découvrir ? En 2005, Marc avait tenté de refaire sa vie avec Élodie, une collègue de travail compatissante, qui avait su l'écouter sans le juger. Mais la relation n'avait pas résisté au poids du passé. Marc se surprenait à comparer chaque geste d'Élodie avec ceux de Sandrine, à sursauter quand elle rentrait en retard le soir, à fouiller compulsivement son sac à main pour y chercher des indices d'une possible fuite. Élodie avait fini par rompre, épuisée de lutter contre le fantôme d'une disparue. Les anniversaires de la disparition étaient devenus des rituels douloureux. Chaque 20 septembre, Marc se rendait sur la place des grands hommes, là où Sandrine était censée acheter des cigarettes cette nuit-là. Il y restait des heures, scrutant les visages des passants, espérant encore, contre toute logique, la voir apparaître au détour d'une rue. Les commerçants du quartier avaient fini par le connaître, ce quadragénaire aux tempes grisonnantes qui revenait chaque année au même endroit, portant en lui une tristesse que le temps ne semblait pas adoucir. Au fil des années, Marc avait développé une véritable obsession pour les affaires de disparition. Il épluchait les faits divers, contactait les familles dans la même situation, participait à des associations d'entraide. Cette activité lui donnait l'impression de servir à quelque chose, de maintenir vivante la mémoire de tous ces disparus que la société finissait par oublier. Et il était devenu une figure connue des journalistes spécialisés dans ce type d'affaires, toujours disponible pour témoigner, pour rappeler que derrière chaque statistique se cachait un drame humain. Octobre 2014. 12 années s'étaient écoulées depuis cette nuit de septembre, où Sandrine avait franchi la porte de leur appartement
pour disparaître dans le néant. Marc, désormais âgé de 40 ans, travaillait comme responsable technique dans une nouvelle entreprise de télécommunications. Il avait quitté Bordeaux en 2010 pour s'installer à Toulouse, espérant qu'un changement de décor l'aiderait à tourner la page. Mais les fantômes du passé l'avaient suivi dans la ville rose. Son nouvel appartement, situé dans le quartier des Minimes, était spartiate mais lumineux. Marc y vivait seul, entouré de quelques meubles fonctionnels et des rares objets personnels qu'il avait conservés de son ancienne vie. Sur son bureau, une photo de Sandrine trônait encore, légèrement jaunie par le temps, témoignage obstiné d'un amour qui refusait de mourir. Ce mardi 15 octobre 2014, Marc rentrait d'une journée de travail particulièrement longue. Il avait dû résoudre un problème technique complexe qui l'avait retenu au bureau jusqu'à 20 heures. En arrivant chez lui, il avait réchauffé un plat préparé, mangé distraitement devant les informations télévisées, puis s'était installé à son ordinateur pour consulter ses courriels personnels. Depuis quelques années, Marc utilisait les réseaux sociaux pour maintenir le contact avec d'anciens amis dispersés aux quatre coins de la France. Il consultait régulièrement Facebook, moins par plaisir que par habitude, parcourant mécaniquement les actualités de personnes qu'il n'avait souvent pas vues depuis des années. Cette soirée-là, il faisait défiler distraitement son fil d'actualité quand un nom attira son attention, Stéphane Moreau. Stéphane était un ancien collègue de l'époque bordelaise, avec qui Marc avait gardé de bons rapports. Immigré au Québec en 2008 pour des raisons professionnelles, Stéphane partageait régulièrement des photos de sa nouvelle vie canadienne. Paysages enneigés, sorties en famille, découvertes culinaires locales. Ce soir-là, il avait publié une photo prise lors d'une soirée organisée par ses voisins de Québec pour célébrer l'Action de grâce canadienne. La photo montrait une quinzaine de personnes réunies autour d'une grande table dressée dans un salon chaleureux. Les convives souriaient à l'objectif, levant leurs verres dans une ambiance manifestement détendue. Stéphane avait légendé l'image. « Magnifique soirée chez nos voisins les Gagnons. Rien de tel que l'hospitalité québécoise pour nous faire oublier la France. » Marc s'apprêtait à passer à la publication suivante quand son regard fut happé par un visage dans le groupe. Au centre de la photo, une femme brune d'une quarantaine d'années souriait, un bras passé autour des épaules d'un homme barbu et l'autre posé sur l'épaule d'un adolescent. Quelque chose dans ce visage troubla Marc, une familiarité troublante qui le fit revenir en arrière pour examiner plus attentivement l'image. Il agrandit la photo en cliquant dessus, puis utilisa la fonction zoom de son navigateur pour se concentrer sur le visage de cette femme. Son cœur se mit à battre plus vite. Les traits avaient certes évolué, marqués par le passage des années, mais les yeux noisettes, la forme particulière du nez, ce léger sourire en coin qu'il connaissait si bien. Marc sentit ses mains trembler. Il se leva brusquement de sa chaise, se dirigea vers son bureau et saisit la photo de Sandrine qui y trônait depuis des années. Il revint devant l'écran, comparant obsessionnellement les deux visages. 12 années séparaient ces images, mais la ressemblance était frappante, troublante, impossible à ignorer. Marc cliqua sur le profil de Stéphane pour en savoir plus sur cette photo. Dans les commentaires, il découvrit que l'homme barbu s'appelait Robert Gagnon, et que la femme était son épouse, Marie-Claire Gagnon. Un autre commentaire précisait qu'ils vivaient dans le quartier de Sainte-Foy, à Québec, avec leurs 2 enfants. Fébrile, Marc entreprit une recherche approfondie sur les réseaux sociaux. Il tapa Marie-Claire Gagnon Québec dans la barre de recherche Facebook et découvrit rapidement le profil de cette femme. Ses paramètres de confidentialité étaient partiellement ouverts, permettant de voir quelques photos publiques et informations de base. Selon son profil, Marie-Claire Gagnon était née le 15 mars 1979, soit exactement la même date que Sandrine Leclerc. Elle était mariée à Robert Gagnon depuis 2004 et mère de 2 enfants, Maxime, 15 ans, et Léa, 12 ans. Sa profession était indiquée comme assistante administrative, et elle vivait effectivement à Sainte-Foy, un arrondissement de la ville de Québec. Marc examina minutieusement les photos disponibles sur le profil. Marie-Claire apparaissait dans diverses situations.
sorties familiales, vacances, événements sociaux. Sur chaque cliché, elle arborait un sourire naturel, entourée de sa famille québécoise, manifestement épanouie dans cette nouvelle vie. Mais pour Marc, aucun doute n'était possible. Cette femme était Sandrine Leclerc, sa compagne disparue 12 années plus tôt. Les heures qui suivirent cette découverte furent les plus intenses et confuses de la vie de Marc Duval. Après avoir passé la nuit entière à analyser chaque détail du profil de Marie-Claire Gagnon, il oscillait entre l'exaltation de retrouver enfin Sandrine et la colère de comprendre qu'elle avait volontairement disparu pour refaire sa vie ailleurs. Comment était-ce possible ? Comment une femme pouvait-elle disparaître de France pour réapparaître au Canada avec une nouvelle identité, un nouveau mari, de nouveaux enfants ? Les questions se bousculaient dans l'esprit de Marc, chacune plus vertigineuse que la précédente. Si Sandrine était bien vivante et installée au Québec depuis 12 ans, cela signifiait qu'elle avait organisé sa propre disparition, qu'elle avait laissé sa famille et lui-même dans l'angoisse la plus totale pendant plus d'une décennie. Marc imprima toutes les photos qu'il put trouver de Marie-Claire Gagnon et les étala sur sa table de cuisine. Armé d'une loupe, il compara minutieusement chaque trait avec ses souvenirs de Sandrine et les quelques photos qu'il conservait d'elle. La ressemblance était indéniable, mais 12 années avaient tout passé. Cette femme avait pris du poids, ses cheveux étaient de plus courts et légèrement ondulés, de fines rides marquaient le contour de ses yeux. Était-il en train de fantasmer une ressemblance là où il n'y en avait pas ? La souffrance de toutes ces années l'avait-elle rendu fou au point de voir Sandrine dans le visage d'une parfaite inconnue ? Le mercredi matin, Marc appela son entreprise pour se déclarer malade. Il était incapable de se concentrer sur quoi que ce soit d'autre que cette découverte qui bouleversait sa compréhension des 12 dernières années de sa vie. Il contacta Julien Leclerc, le frère de Sandrine, qu'il n'avait pas eu au téléphone depuis plusieurs mois. « Julien, j'ai besoin que tu regardes quelque chose d'urgent. Je t'envoie immédiatement des photos par courriel. Dis-moi ce que tu en penses. » Julien, informaticien méticuleux, examina attentivement les images que Marc lui avait transmises. Sa réaction fut immédiate et troublante. « Marc, je ne sais pas ce que tu as trouvé, mais cette femme ressemble effectivement à ma sœur. Pas parfaitement, mais suffisamment pour que ce soit troublant. Où as-tu trouvé ces photos ?» Marc lui expliqua toute l'histoire. La publication Facebook de Stéphane, la découverte du profil de Marie-Claire Gagnon, les détails biographiques qui correspondaient parfaitement à ceux de Sandrine. Julien l'écouta en silence, puis demanda un délai de réflexion. « Laisse-moi analyser tout ça avec mes outils informatiques. Si c'est vraiment ma sœur, il faut qu'on en soit absolument certain avant d'entreprendre quoi que ce soit. » En parallèle, Marc avait contacté Jean-Claude Arnaud, le détective privé qui avait travaillé sur l'affaire en 2002 et 2003. Désormais retraité mais toujours passionné par les enquêtes complexes, Arnaud accepta d'examiner les éléments que Marc avait rassemblés. Son expertise confirma les soupçons. La ressemblance était suffisamment frappante pour justifier des investigations plus poussées. « Monsieur Duval, je vais être franc avec vous. Soit vous tenez une piste extraordinaire, soit vous êtes en train de vous accrocher à un mirage. Dans les deux cas, il faut creuser. Mais attention, si cette femme est bien Sandrine Leclerc, nous allons découvrir des choses qui risquent de vous faire très mal. » L'ancien policier entreprit des recherches sur l'identité de Marie-Claire Gagnon. Grâce à ses contacts dans les services administratifs canadiens, il découvrit rapidement des éléments troublants. Marie-Claire Gagnon était effectivement arrivée au Canada en octobre 2002, soit un mois exactement après la disparition de Sandrine Leclerc. Elle avait demandé l'asile politique, prétextant être victime de violences conjugales en France et souffrir d'amnésie traumatique, l'empêchant de se souvenir de son identité exacte. Les autorités canadiennes, face à une jeune femme manifestement en détresse psychologique et incapable de fournir des documents d'identité, l'avaient prise en charge dans le cadre de leur programme d'aide aux victimes de violences. Elle avait été hébergée dans un centre d'accueil de Montréal, puis avait bénéficié d'un accompagnement psychologique et social.
C'est là qu'elle avait choisi le nom de Marie-Claire Gagnon, déclarant que c'était le seul souvenir qui lui revenait de son passé. En 2004, elle avait rencontré Robert Gagnon, veuf et père d'un garçon de 3 ans, Maxime. Robert, mécanicien de profession, était tombé sous le charme de cette jeune femme fragile qui semblait avoir besoin de protection. Leur mariage avait été célébré discrètement, et Marie-Claire avait adopté le fils de Robert comme s'il était le sien. En 2006, ils avaient eu ensemble une fille, Léa. Ces révélations confirmaient les soupçons les plus terribles de Marc. Non seulement Sandrine était bien vivante, mais elle avait consciemment construit une nouvelle existence basée sur un mensonge colossal. L'amnésie, les violences conjugales, tout était faux. Elle avait manipulé les autorités canadiennes et un homme sincère pour s'offrir une nouvelle vie au détriment de tous ceux qu'elle avait abandonnés. Mais le plus choquant restait à découvrir. En approfondissant ses recherches, Jean-Claude Arnault mit au jour l'élément qui expliquait enfin la fuite de Sandrine, les dettes de jeu. À l'insu de Marc et de sa famille, Sandrine avait développé une addiction sévère aux machines à sous et aux jeux en ligne. Entre 2000 et 2002, elle avait accumulé des dettes colossales auprès de plusieurs organismes de crédit et, plus grave encore, auprès d'un réseau de jeux clandestins dirigé par des individus peu recommandables. Le soir de sa disparition, Sandrine avait reçu un ultimatum, rembourser immédiatement 150 000 francs ou subir les conséquences. Terrorisée, acculée, incapable d'avouer la vérité à Marc ou à sa famille, elle avait choisi la fuite. Elle avait minutieusement préparé son départ, rassemblant discrètement de l'argent liquide, se renseignant sur les procédures d'immigration au Canada, étudiant les témoignages d'autres femmes ayant fui la France pour échapper à des situations dramatiques. Cette découverte était la pièce finale du puzzle qui expliquait enfin 12 années de mystère et de souffrance. Sandrine Leclerc n'avait pas été victime d'un enlèvement ou d'un accident. Elle avait sciemment choisi de disparaître pour échapper aux conséquences de ses actes, abandonnant sans remords tous ceux qui l'aimaient pour se construire une nouvelle existence basée sur le mensonge et la manipulation. Les recherches de Jean-Claude Arnault révélèrent l'ampleur du stratagème orchestré par Sandrine. L'ancien détective parvint à reconstituer les dernières semaines précédant sa disparition grâce aux témoignages de personnes qui n'avaient jamais été interrogées lors de l'enquête officielle. Un employé d'une agence de voyage du centre-ville de Bordeaux se souvenait d'une jeune femme, correspondant au signalement de Sandrine, qui était venue s'informer sur les procédures d'immigration au Canada fin août 2002. Elle avait particulièrement insisté sur les possibilités d'asile politique et les programmes d'aide aux victimes de violences. Un autre témoin, gérant d'un bureau de change près de la gare Saint-Jean, confirma qu'une femme ressemblant à Sandrine était venue échanger une somme importante de francs français en dollars canadiens durant la première semaine de septembre 2002. Elle avait paru nerveuse, regardant constamment par-dessus son épaule, et avait insisté pour que la transaction reste confidentielle. Le plus troublant fut la découverte d'un compte bancaire secret que Sandrine avait ouvert dans une agence de la Société Générale à Mérignac sous son nom de jeune fille. Ce compte, alimenté par de petites sommes prélevées régulièrement sur ses revenus depuis près d'1 an, contenait suffisamment d'argent pour financer un voyage vers le Canada et survivre quelques semaines. Les relevés montraient un retrait intégral effectué le 20 septembre 2002, le jour même de sa disparition. Marc découvrit également que Sandrine avait menti sur ses sorties du soir. Contrairement à ce qu'elle prétendait, elle ne retrouvait pas des amis pour boire des verres ou faire du shopping. Un vigile du casino de Bordeaux-Lac l'a reconnue formellement sur les photos que lui présenta Jean-Claude Arnault. Sandrine était une habituée des lieux depuis près de 2 ans, fréquentant assidûment les machines à sous et les tables de poker. Elle venait généralement en soirée, après le travail, et restait parfois jusqu'à la fermeture à 3 heures du matin. Le personnel du casino se souvenait d'elle,
car elle avait développé un comportement typique des joueurs compulsifs. Elle alternait entre des gains modestes qui la rendaient euphorique et des pertes importantes qui la plongeaient dans un état de détresse visible. Les croupiers témoignèrent qu'elle parlait souvent de « refaire sa vie ailleurs » quand elle perdait gros, évoquant des fantasmes d'évasion vers des pays où elle pourrait recommencer à zéro. Cette double vie que menait Sandrine depuis des mois expliquait enfin son comportement étrange lors des dernières semaines. Ses absences inexpliquées, sa nervosité croissante, sa tendance à consulter compulsivement son téléphone portable. Elle recevait régulièrement des appels et des messages de ses créanciers, qui devenaient de plus en plus pressants et menaçants. L'un d'eux, un certain Karim Benali, gérant d'un réseau de jeux clandestins dans les quartiers nord de Bordeaux, avait l'habitude d'employer des méthodes d'intimidation particulièrement efficaces. Jean-Claude Arnaud retrouva la trace de Benali, désormais incarcéré à la maison d'arrêt de Gradignan pour trafic de stupéfiants. Lors d'un parloir, l'homme confirma que Sandrine Leclerc lui devait effectivement une somme importante en septembre 2002. Cette fille, elle avait un problème sérieux avec le jeu. Au début, elle payait régulièrement, mais après elle s'est enfoncée. On lui avait donné un délai jusqu'au 20 septembre. Après cette date, on n'a plus jamais eu de ses nouvelles. On a supposé qu'elle s'était barrée ou qu'il lui était arrivé quelque chose. Les investigations révélèrent également comment Sandrine avait obtenu les faux papiers nécessaires à sa nouvelle identité. Par l'intermédiaire d'un autre joueur compulsif rencontré au casino, elle avait été mise en contact avec un réseau spécialisé dans la falsification de documents. Pour la somme de 15 000 francs, elle avait acquis un passeport français au nom de Marie-Claire Gagnon, suffisamment crédible pour passer les contrôles douaniers canadiens. Le plan de Sandrine était d'une simplicité redoutable. Disparaître un soir de Bordeaux, prendre un train pour Paris, puis un vol vers Montréal le lendemain matin avec sa nouvelle identité. Une fois au Canada, elle jouerait le rôle de la victime amnésique pour bénéficier de la protection des autorités locales et se reconstruire une existence loin de ses créanciers et de sa famille. Marc réalisa avec amertume que même leurs derniers moments ensemble avaient été une mise en scène. Le soir de sa disparition, Sandrine connaissait parfaitement ses intentions. Quand elle l'avait embrassé sur la joue avant de sortir prétendument acheter des cigarettes, elle savait qu'elle le voyait pour la dernière fois. Cette pensée le révoltait autant qu'elle le brisait. Comment avait-elle pu feindre l'amour et la complicité jusqu'au bout, alors qu'elle préparait depuis des mois à l'abandonner définitivement? Les parents de Sandrine, Michel et Françoise Leclerc, eurent une réaction de déni total quand Marc leur présenta les preuves de l'identité de Marie-Claire Gagnon. « Notre fille n'aurait jamais fait une chose pareille », répétait Françoise en sanglotant. « Il y a forcément une autre explication. Peut-être qu'elle a perdu la mémoire pour de bon, peut-être qu'elle ne se souvient vraiment plus de nous. » Michel, plus pragmatique, finit par accepter l'évidence, mais sa colère était immense. « Si c'est vraiment notre fille, alors nous l'avons perdue le jour où elle a franchi cette porte. La Sandrine que nous connaissions n'existe plus. Cette femme au Canada, cette Marie-Claire, c'est une étrangère qui porte le visage de notre enfant. » Julien, le frère informaticien, était partagé entre la joie de savoir sa sœur vivante et la rage de comprendre qu'elle les avait tous manipulés. Il avait passé 12 années à maintenir son site internet, à relancer régulièrement les enquêteurs, à espérer un miracle. Découvrir que ce miracle était en réalité une trahison le laissait amer et désabusé. « J'ai gâché une partie de ma vie à chercher quelqu'un qui ne voulait pas être trouvé », confia-t-il à Marc lors d'une conversation téléphonique particulièrement douloureuse. La question qui hantait désormais Marc était simple. Que faire de cette découverte? Devait-il contacter directement Sandrine pour exiger des explications? Fallait-il prévenir les autorités françaises et canadiennes de l'existence de cette usurpation d'identité? Comment réagir face à une femme qui avait construit sa nouvelle vie sur un mensonge si énorme qu'il impliquait maintenant un mari innocent et 2 enfants qui ignoraient tout de la véritable identité de leur mère? Après 3 semaines d'hésitation et de nuits blanches, Marc prit la décision qui allait changer le cours de plusieurs vies.
Il ne pouvait plus supporter le poids de cette vérité sans agir. Le 2 novembre 2014, il composa le numéro de téléphone qu'il avait trouvé dans l'annuaire de Québec au nom de Robert et Marie-Claire Gagnon. Il était 22 heures à Toulouse, 16 heures au Québec. Marc tremblait en attendant que quelqu'un décroche. À la 3e sonnerie, une voix féminine répondit en français, teinté de l'accent québécois, que Sandrine avait manifestement adopté au fil des années. « Allô ?» Marc reconnut immédiatement cette voix, même transformée par 12 années de vie canadienne. Son cœur s'emballa, sa gorge se serra. Pendant quelques secondes, il fut incapable de prononcer un mot. « Allô ? Il y a quelqu'un ?» répéta la voix avec une pointe d'impatience. « Sandrine !» murmura Marc d'une voix brisée. Le silence qui suivit fut assourdissant. Marc entendit une respiration saccadée, puis un bruit sourd, comme si le téléphone était tombé. Après quelques secondes qui parurent éternelles, la voix reprit, mais elle était méconnaissable, tremblante, terrifiée. « Je ne sais pas de qui vous parlez. Je m'appelle Marie-Claire. Sandrine Leclerc, née le 15 mars 1977 à Bordeaux, fille de Michel et Françoise Leclerc. Disparue le 20 septembre 2002 après être sortie acheter des cigarettes, place des Grands Hommes. Sandrine, c'est Marc Duval. » Un sanglot étouffé résonna dans le combiné. Puis, après un long silence, la véritable voix de Sandrine émergea, dépouillée de son accent d'emprunt. « Mon Dieu, Marc, comment tu as ?» Une photo sur Facebook, Sandrine. Une simple photo où tu souriais avec ta nouvelle famille. 12 ans, Sandrine, 12 ans que je te cherche, que tes parents te pleurent, que ton frère maintient un site internet pour te retrouver. 12 ans que tu nous laisses croire que tu es morte. Sandrine pleurait maintenant ouvertement. « Marc, tu ne comprends pas. Je ne pouvais pas. J'avais tellement de dettes. Ils allaient me tuer. Les dettes de jeu, je sais tout maintenant. Le casino, Karim Ben Ali, les 150 000 francs. Mais abandonner ta famille? M'abandonner? Faire croire à ta mort? Comment as-tu pu? J'avais peur, Marc. J'avais une peur horrible. Tu ne peux pas comprendre ce que c'est de recevoir des menaces de mort tous les jours, de se cacher, de mentir. J'ai paniqué. Je voulais vous protéger aussi. Si j'étais resté, il vous aurait peut-être fait du mal à toi et à mes parents pour me faire payer. » Marc sentait la colère monter en lui. Nous protéger? En nous laissant dans l'angoisse pendant 12 ans? En nous faisant croire que tu avais été enlevé, violé, tué? Tu sais ce que ça nous a fait, Sandrine? Tu sais dans quel état sont tes parents? Ton frère? J'ai voulu revenir, plusieurs fois, mais plus le temps passait, plus c'était impossible. Comment expliquer? Comment revenir après 6 mois, 1 an, 5 ans? Et puis j'ai rencontré Robert. J'ai eu les enfants. Ma vie était ici, désormais. Ta vie basée sur un mensonge colossal. Tu as menti aux autorités canadiennes. Tu as épousé un homme en lui cachant ta véritable identité. Tu élèves des enfants qui ne savent même pas qui tu es vraiment. Robert sait-il que vous n'êtes pas légalement mariés? Que tu étais déjà en couple en France? Le silence de Sandrine était éloquent. Marc comprit qu'elle n'avait jamais rien dit à son mari canadien de son passé français. Il ne sait rien, n'est-ce pas? Il croit vraiment que tu étais amnésique quand tu es arrivé au Canada. Il ignore tout de ton addiction au jeu, de tes dettes, de nous. Cet homme vit avec une étrangère depuis 10 ans. Marc, s'il te plaît, ne fais rien qui puisse détruire ma famille ici. Je t'en supplie, mes enfants, Robert. Ils n'ont rien fait de mal. Ils ne méritent pas de payer pour mes erreurs. Et nous, Sandrine, nous méritions de payer pour tes erreurs. Tes parents méritaient de vieillir en pensant que leur fille était morte. Moi, je méritais de gâcher ma vie à te chercher, à t'attendre, à culpabiliser de ne pas t'avoir protégé ce soir-là. La conversation durait maintenant depuis 20 minutes. Marc entendait Sandrine pleurer, mais il sentait aussi qu'elle calculait, qu'elle cherchait déjà un moyen de limiter les dégâts de cette découverte. « Marc, écoute-moi. Je sais que j'ai mal agi. Je sais que c'est impardonnable. Mais aujourd'hui, si tu révèles tout, tu vas détruire des innocents. Mes enfants vont perdre leur mère. Robert va apprendre que sa femme n'existe pas, que son mariage est un faux. Tu veux vraiment porter ça sur ta conscience?
Marc réalisa avec amertume que même dans cette situation extrême, Sandrine essayait encore de le manipuler, utilisant sa culpabilité et sa bonté naturelle pour échapper aux conséquences de ses actes. « Et mes parents, Sandrine, ils ont le droit de savoir que leur fille est vivante. Ton frère a le droit de savoir qu'il a gâché 12 ans de sa vie à te chercher. Moi, j'ai le droit de tourner enfin la page. On peut trouver un autre moyen. Je peux leur écrire, leur expliquer, leur dire que j'ai retrouvé la mémoire mais que je ne peux pas revenir, qu'il faut qu'ils m'oublient définitivement. Encore des mensonges, Sandrine, toujours des mensonges. Tu n'as pas changé. » À cet instant, Marc entendit une voix masculine en arrière-plan. Robert Gagnon venait de rentrer chez lui et demandait à sa femme avec qui elle parlait, s'inquiétant de la voir en larmes. « Un ancien collègue de France, » mentit Sandrine en couvrant le combiné. « Des mauvaises nouvelles de la famille. » Marc comprit que même en cet instant de vérité, Sandrine continuait à mentir à celui qui partageait sa vie depuis 10 ans. Cette constatation acheva de le convaincre qu'elle n'avait vraiment pas changé. « Sandrine, je vais raccrocher maintenant. Mais sache que je ne peux plus garder ce secret. Tes parents vont savoir que tu es vivante. Les autorités vont être prévenues de ton usurpation d'identité. Tu as eu 12 ans pour assumer tes actes et réparer le mal que tu as fait. Tu as choisi de prolonger le mensonge. Maintenant, il faut que la vérité éclate. Marc, je t'en supplie. Donne-moi du temps. Laisse-moi trouver un moyen d'expliquer tout ça à Robert et aux enfants. Tu as eu 12 ans de temps, Sandrine. 12 ans pendant lesquels nous avons tous souffert à cause de ton égoïsme. C'est terminé. » Marc raccrocha le téléphone, les mains tremblantes, le cœur battant. Il venait de parler à la femme qu'il avait aimée plus que tout au monde, celle qu'il avait cherchée pendant 12 années, et il n'éprouvait plus qu'un mélange de tristesse et de dégoût. La Sandrine qu'il avait aimée n'existait plus, peut-être n'avait-elle jamais existé. À sa place, il y avait Marie-Claire Gagnon, une femme capable des pires mensonges pour préserver son confort. Les semaines qui suivirent cet appel téléphonique furent un tourbillon d'émotions et de révélations qui changèrent définitivement la vie de toutes les personnes impliquées dans cette affaire. Marc tint parole. Le lendemain de son appel, il contacta Michel et Françoise Leclerc pour leur annoncer que leur fille était vivante. La réaction des parents fut un mélange de joie intense et de colère profonde. Françoise s'effondra en sanglots, partagée entre le soulagement de savoir Sandrine en vie et la rage de comprendre qu'elle avait volontairement disparu. Michel, plus stoïque, déclara simplement « Elle est morte pour nous le jour où elle a franchi cette porte. Cette femme au Canada, ce n'est plus notre fille. » Julien eut une réaction similaire. Après des années consacrées à maintenir l'espoir et à chercher sa sœur, il ferma définitivement son site internet et supprima toutes les photos de Sandrine de ses réseaux sociaux. « J'ai pleuré ma sœur pendant 12 ans, expliqua-t-il à Marc. Je ne vais pas recommencer maintenant que je sais qu'elle nous a trahis. » Marc contacta également le commissaire Philippe Marchand, qui avait dirigé l'enquête initiale et était désormais proche de la retraite. L'ancien policier fut stupéfait par ces révélations, mais confirma qu'il transmettrait immédiatement le dossier aux autorités compétentes pour usurpation d'identité et fraude aux documents administratifs. Les autorités françaises saisirent rapidement leurs homologues canadiennes. L'enquête révéla l'ampleur de la fraude commise par Sandrine. Non seulement elle avait usurpé une identité, mais elle avait également perçu, pendant plusieurs années, des allocations sociales destinées aux victimes de violences conjugales, représentant plusieurs milliers de dollars canadiens. Au Québec, la révélation de la véritable identité de Marie-Claire Gagnon eut l'effet d'une bombe dans la petite communauté de Sainte-Foy. Robert Gagnon, interrogé par la police, découvrit avec stupéfaction que la femme qu'il aimait depuis 10 ans était une parfaite inconnue. L'homme, mécanicien honnête et travailleur, fut anéanti par cette découverte. Non seulement sa femme lui avait menti sur son identité, mais leur mariage n'avait aucune valeur légale, puisqu'elle était encore officiellement liée à Marc en France. Les enfants, Maxime et Léa, furent les victimes innocentes de cette situation. Maxime, désormais âgé de 15 ans et que Sandrine avait élevé comme son propre fils depuis l'âge de 3 ans,
eut énormément de mal à accepter que celle qu'il considérait comme sa mère n'était qu'une menteuse. Léa, 12 ans et fille biologique de Sandrine et Robert, fut placée temporairement chez ses grands-parents paternels le temps que la situation se stabilise. Sandrine, confrontée à l'effondrement de sa vie canadienne, tenta d'abord de nier, puis de minimiser ses actes. Elle engagea un avocat pour la défendre contre les accusations d'usurpation d'identité et de fraude. Mais les preuves étaient accablantes, et ses propres aveux lors de l'appel téléphonique avec Marc avaient été enregistrés par les autorités françaises qui surveillaient la ligne. Le procès eut lieu en mars 2015 devant le tribunal correctionnel de Québec. Sandrine, redevenue officiellement Sandrine Leclerc lors de la procédure, fut condamnée à 18 mois de prison avec sursis et à l'obligation de rembourser les allocations indûment perçues. Plus grave, elle fut expulsée du territoire canadien et interdite de séjour pour 10 ans. Robert Gagnon, malgré sa colère et sa déception, accepta de garder la garde de Léa, qu'il considérait comme sa fille malgré les circonstances. Il entama une procédure d'adoption officielle pour que la fillette puisse garder son nom et ses attaches familiales au Québec. Maxime, devenu majeur, choisit de rompre tout contact avec celle qui l'avait élevé pendant 12 ans. En mai 2015, Sandrine fut rapatriée en France sous escorte policière. À son arrivée à l'aéroport Charles de Gaulle, aucun membre de sa famille n'était présent pour l'accueillir. Ses parents avaient définitivement rompu tout contact avec elle, considérant qu'elle avait cessé d'être leur fille le jour de sa disparition. Julien avait également refusé de la revoir. Marc, lui, avait choisi de ne pas assister à son retour. Après 12 années de recherche et de souffrance, il avait enfin pu tourner la page. En février 2015, il avait rencontré Claire, une institutrice toulousaine qui l'aida à reconstruire sa vie amoureuse. Pour la première fois depuis 2002, Marc pouvait envisager l'avenir sans être hanté par le fantôme de Sandrine. Sandrine s'installa dans un petit appartement de la banlieue parisienne où elle tenta de refaire sa vie une 3e fois. Elle trouva un emploi de secrétaire dans une petite entreprise, en cachant soigneusement son passé à ses nouveaux collègues. Mais la solitude était terrible. Coupée de sa famille française qui l'avait reniée et de sa famille canadienne qu'elle avait perdue par ses mensonges, elle se retrouvait seule face aux conséquences de ses actes. Régulièrement, elle tentait de reprendre contact avec ses parents ou son frère, leur envoyant des lettres d'excuses qui restaient sans réponse. Elle essayait également de maintenir une relation avec sa fille Léa, par téléphone. Mais Robert limitait strictement ses contacts pour protéger l'équilibre psychologique de l'enfant. En octobre 2016, exactement 2 ans après que Marc eut découvert sa photo sur Facebook, Sandrine écrivit une dernière lettre à celui qui avait été son compagnon. Dans cette lettre, elle reconnaissait enfin pleinement ses torts et la souffrance qu'elle avait infligée à tous ceux qui l'aimaient. Elle expliquait que sa addiction au jeu avait détruit son discernement et sa capacité à affronter la réalité. Elle concluait en affirmant qu'elle ne chercherait plus jamais à reprendre contact avec personne de son ancienne vie, comprenant qu'elle avait définitivement perdu le droit d'être aimée par ceux qu'elle avait trahis. Marc reçut cette lettre mais choisit de ne pas y répondre. Il l'avait gardée dans un tiroir, comme un dernier témoignage de cette histoire qui avait marqué sa vie. Désormais marié à Claire et père d'un petit garçon né en 2017, il avait enfin retrouvé la paix et la capacité d'aimer sans arrière-pensée. L'histoire de Sandrine Leclerc, devenue Marie-Claire Gagnon, illustrait de manière saisissante comment les addictions et la lâcheté peuvent pousser une personne ordinaire à commettre les pires trahisons. Elle montrait aussi comment un mensonge, même motivé par la peur, peut détruire non seulement la vie de celui qui le profère, mais également celle de tous les innocents qui l'entourent. Cette histoire nous montre comment une addiction peut transformer une personne aimante en manipulatrice capable des pires trahisons, et comment un seul mensonge peut détruire plusieurs vies sur 2 continents. La découverte fortuite d'une photo sur les réseaux sociaux a suffi à faire s'effondrer 12 années de mensonges soigneusement construits. Qu'est-ce qui vous marque le plus dans cette affaire?
Le courage de Marc, qui a choisi la vérité malgré les conséquences, ou la capacité de Sandrine à maintenir son mensonge pendant tant d'années. Pensez-vous que Sandrine méritait une seconde chance ou que ses actes étaient impardonnables? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si cette enquête vous a captivé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun de nos prochains cas. Laissez votre like si cette histoire vous a marqué et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse au mystère de la nature humaine.